Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et je reçois aujourd'hui sur le plateau Pier Vincenzo Piazza, cofondateur et directeur général d'Aelis Pharma. Bonjour Pier Vincenzo. Bonjour, merci de m'avoir ici. Alors, un plaisir. Vous étiez venu sur le plateau de Boursorama, c'était en février 2022. C'était pour l'introduction en bourse d'Aelis Pharma. Biotech, je rappelle les grandes lignes, biotech bordelaise créée en 2013 qui développe des candidats médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont ceux de la trisomie 21. On va y revenir. Avant de savoir ce qui s'est passé pendant cette année, cette première année d'introduction, enfin en tout cas de présence en bourse, est-ce qu'on pourrait tout simplement revenir sur l'approche scientifique d'Aelis Pharma dans les indications ciblées? Ok, donc Aelis Pharma a cette caractéristique de développer ce qu'on appelle une nouvelle classe de médicaments. Alors je vais essayer de la placer un peu. Donc si on regarde les maladies du cerveau, un peu de loin, on se rend compte qu'on peut faire deux catégories assez simples. Soit votre cerveau ne fait pas assez de ce qu'il faudrait faire, et donc il faut en augmenter l'activité parce qu'il est hypoactif. Soit le cerveau il en fait trop, donc il est hyperactif, il faut baisser la... Voilà. Et si on regarde les médicaments qu'on a à disposition, qui sont sur le marché aujourd'hui, 95% sont capables d'augmenter l'activité. Plutôt la première option, mais voilà. Pas la deuxième. Parce que ce qu'on est arrivé à faire, c'est de copier des mécanismes naturels et donc on fait les médicaments qui sont plus ou moins bien tolérés. Alors si on veut baisser l'activité du cerveau, la seule classe de médicaments qui existait avant nous, c'est ce qu'on appelle les antagonistes, que c'est un mécanisme complètement artificiel. En fait, c'est un peu, si vous dites un récepteur du cerveau, c'est une porte, ben c'est comme si vous mettez de la cire dans la serrure, plus aucune clé ouvre, donc la porte n'ouvre pas fort, mais la porte n'ouvre plus du tout. Et donc là, vous avez énormément d'effets indésirables. C'est problématique quand même. Voilà. Donc nous, ce qu'on a découvert, c'est un mécanisme à travers lequel on arrive à bloquer que l'activité excessive pathologique et on préserve l'activité normale du cerveau. Donc on est les premiers qui sont capables d'aller de l'hyperactivité pathologique à la normalité. Si je reprends votre formule, vous laissez la porte entrouverte, mais vous laissez passer que les bonnes choses. Disons qu'on modifie comment la clé tourne. Et donc maintenant, la clé, avant de tourner, la porte s'ouvre très fort. On arrive à la faire tourner de façon différente, de façon que la porte à nouveau s'ouvre normalement à la place des claquets. Bon, c'est très clair cette comparaison. On l'a dit, les deux actifs les plus avancés sont AEF 117 dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis et 217 dans les troubles cognitifs. On va les passer en revue. On va commencer par 117. On a l'étude de phase 2B qui est en cours auprès de 330 participants dans le traitement de l'addiction au cannabis, je l'ai dit. Est-ce que tout se déroule conformément à vos attentes? Je crois qu'on avait parlé de la fin des recrutements fin 2023. Résultat pour mi-2024. On est toujours sur les rails? On est parfaitement sur les rails. Et je dois dire vraiment, c'est une grosse étude. 11 centres cliniques aux États-Unis, partout, côte Est, côte Ouest, Sud. Je voudrais vraiment rendre hommage à mon équipe et surtout à les directeurs des opérations de Aelis Pharma, c'est Stéphanie Molezan, qui est arrivée à garder ça parfaitement sur les rails. Donc, on va sûrement tenir les temps. Ok. On rappelle peut-être dans cette indication, justement, le mécanisme d'action de votre technologie? Alors, donc, c'est que la F117, que c'est le nom de la molécule qu'on met dans cette indication, arrive à faire sont trois choses qui sont en principe non associées. La première, c'est de baisser les effets positifs du cannabis. Vous fumez le cannabis, vous allez le trouver moins bon. Ça, c'est typique quand vous donnez un inhibiteur ou un antagoniste. Mais normalement, ce que la personne fait, c'est qu'elle va consommer encore plus pour compenser la diminution des effets. Je comprends. C'est un peu effet pervers. Oui, un peu ce qui s'est passé avec les cigarettes légères, qui à la fin donnaient plus de cancer. Parce que, même exact, c'était pire. La F117, à cause de ces mécanismes innovants, baisse les effets, mais diminue la motivation à consommer. Donc ça fait moins d'effets et la personne consomme encore moins. Et le troisième effet qui se coule, si on veut l'appeler comme ça, c'est que normalement, si vous donnez un inhibiteur
cannabis à quelqu'un qui est dépendant, eh bien, il va vous faire un syndrome de sevrage en direct live. Parce que même si on n'est pas très conscient, en fait, il y a un syndrome de sevrage au cannabis qui est quand même assez sévère et assez embêtant. La F117, non, il ne provoque pas de syndrome de sevrage. Donc, vous avez une molécule pour la première fois, et ça, c'est vraiment pour la première fois, qui baisse les effets, diminue la motivation et qui est bien tolérée, surtout ne donne pas de sevrage. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants que la F117 peut devenir une nouvelle thérapie ou la première thérapie de l'addiction au cannabis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, Pier Vincenzo? Il y a des traitements qui existent, qui sont efficaces déjà? Traitements pharmacologiques, non. Ouais. Alors, il y a plusieurs thérapies comportementales, si vous voulez, mais qui, dans le cas de l'addiction au cannabis, sont en effet assez limitées. Pour deux raisons fondamentales. La première, que une des symptômes de la prise chronique de cannabis, c'est ce qu'on appelle le syndrome démotivationnel. Donc vous êtes tellement zen que vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Et donc s'engager dans un processus thérapeutique est quand même très compliqué. Oui, parce que vous n'allez peut-être pas prendre votre traitement. Voilà. Non, non, dans un traitement pas médicamenteux, dans un traitement psychologique, il faut y aller, ça demande une remise en question. Bien sûr, très clair. Et le deuxième effet, c'est des déficits cognitifs avec perte de mémoire, surtout de la mémoire récente. Donc en fait, vous ne vous souvenez pas ce que vous avez fait dans la journée. Et donc, moi, j'ai discuté avec des thérapeutes, un forum international, et tout le monde disait la même chose. Un des problèmes avec les gens qui consomment vraiment beaucoup de cannabis, c'est que chaque session, c'est la première session, parce qu'ils ont oublié complètement ce qu'ils avaient fait à la session d'avant. Pier Vincenzo, si on se projette, allez, allons-y tous les deux, mi-2024, on a les résultats de phase 2B qui tombent, ils sont bons dans 117. Quelles sont alors les prochaines étapes de développement? Comment ça va fonctionner? La prochaine étape, c'est la phase 3, qu'on pourra démarrer, je pense, par rapport à d'autres sociétés très rapidement, tout simplement parce que dans notre plan de développement, on fait en parallèle les études cliniques. Et les études non cliniques, parce que ça, c'est quelque chose que souvent, ce n'est pas dit, mais en fait, il y a énormément de non cliniques qu'il faut faire en parallèle. Ça prend du temps. Prend du temps et de l'argent. Donc, nous, on anticipe la phase. Donc, à la place d'avoir 2 ans entre les phases de B et les phases 3, nous, on espère pouvoir démarrer déjà en 2025, donc pratiquement 6 mois après, de la phase 2B à la phase 3. Mais ça, c'est à cause de la stratégie qu'on utilise, que ça donne beaucoup plus de travail, entre parenthèses, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais ça permet d'être plus agile et plus rapide. Oui, parce qu'à la fin, je veux dire, chaque année que vous gagnez, si vous croyez dans votre produit, c'est des années d'exclusivité que vous gagnez. Donc, c'est quand même intéressant. À côté, 217, on a 217 dans les troubles cognitifs. On a eu le recrutement du premier patient dans l'étude clinique de phase 1-2 pour la trisomie 21. Là aussi, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les prochaines phases de développement de cet actif? Alors, donc cet actif, c'est un actif très intéressant, moi je trouve, autant que scientifique, au-delà des directeurs généraux de la société, parce qu'il a permis de révéler comme ce système sur lequel on travaille, que c'est le système de cannabinoïdes, joue un rôle crucial dans les maladies du neurodéveloppement. Donc nous, on a commencé à les développer dans la trisomie 21, surtout pour les déficits cognitifs, mais on vient de découvrir, et on l'a communiqué récemment au congrès, que cette molécule paraît être active aussi dans certains désordres du spectre autiste. On va en parler, oui. Et donc, alors, quelles sont les prochaines étapes? On va terminer cette phase en 2, je dirais fin de l'année, début de l'année prochaine. Et après, on va faire une phase 2B, qui est déjà dans les tuyaux pour les designs. Là, on est en train de préparer une consultation avec les mois, l'FDA, pour être sûr, comme on a fait pour le 117, avant de lancer les phases 2B, vous les consultez. Les médicaments, la bonne nouvelle, c'est qu'ils confirment, cette classe en général, elle est très sécure et très safe, un profil de sécurité, donc les 117 très safe, les 217 aussi, et donc nous avons bon espoir. Alors,
on l'a dit, vous l'avez évoqué, 217. Il y a aussi des données précliniques encourageantes. Alors, je le cite, parce que dans un modèle génétique murin du trouble du spectre de l'autisme, là, j'avoue, Pierre Vincenzo, il va falloir décrypter un petit peu ça pour nous. Oui, donc l'autisme, en fait, vous avez deux gros groupes. Oui. L'autisme qu'on appelle idiopathique, dont on ne connaît pas les causes, et de l'autisme qui, en revanche, a des causes génétiques identifiées. D'accord. Vous en avez plusieurs types, des formes d'autisme qui ont des noms de syndromes. Un, c'est le syndrome du X fragile, l'autre, c'est l'Aphelan-McDermid syndrome. Les fragiles X, l'X fragile, c'est probablement le plus répandu. Après, il y a l'Aphelan, qui c'est aussi une des plus répandues. Et notre médicament marche, c'est les données que nous avons présentées, c'est une recherche qui en fait a été voulue, a été faite par Catalina Betancourt ici à Paris, à la Sorbonne, et qui montre qu'on va reverser les phénotypes, les déficits comportementaux principaux qu'on retrouve dans ces souris. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On sait que chez l'homme, c'est la mutation d'un gène donné, dans le cas spécifique, ça s'appelle SHANK3. Eh bien, on l'enlève à la souris et on fait un modèle mourant qui a la même mutation qu'humaine. Et on retrouve en général des symptômes très similaires. Mais surtout, si vous voulez, il y a une signature neurobiologique dans les cortex, une hyperactivité, une hyperexcitabilité corticale qui est considérée comme un marqueur vraiment de l'autisme. Et les 217 reversent complètement ce phénotype, mais complètement. Bon, ben voilà aussi pour cette autre indication. On va parler un petit peu finance, forcément. Bah oui, il y a un accord avec option de licence, il faut le rappeler, avec Invidior, c'est le laboratoire qui développe le Subutex. Vous aviez, au moment de l'introduction, une visibilité financière, et il faut le noter parce que c'est assez exceptionnel, jusqu'à fin 2024, ça c'était au moment de l'introduction. Quel est aujourd'hui votre horizon financier ? Fin 2025 minimum. Fin 2025 minimum. Donc de quoi assumer les développements en cours pour les 2 ans à venir quasiment. Ce qui vous permet d'être très serein. On l'a dit, en 2023, on a vu que c'était compliqué au niveau finance pour les biotech. C'est pas un problème. Alors, nous, notre problème, c'est qu'on a de plus en plus d'actifs qui se mettent en place. Oui. Donc potentiellement plus d'études à faire. Oui, voilà. Si on devait résumer, pour l'investisseur qui nous regarde de façon très synthétique, très concrète, quels sont les 2-3 prochains temps forts dans les mois à venir d'Alice Pharma? Déjà, on a un temps fort là. Dans quelques semaines, ça va être les résultats du comité d'audit de la sécurité du 117. Ça va être fin juin. Je dirais les fins du recrutement des patients de la phase 2B pour les 117 aux États-Unis, parce que le moment où vous terminez le recrutement, là, vous pouvez calculer parfaitement tous les temps. C'est les temps. Donc, je pense que ça devrait arriver vers octobre. D'accord. Et les résultats du 217. Et après, je dirais notre plateforme, que c'était un des éléments, pour des raisons d'IP, sur lesquels on peut le moins communiquer de façon ouverte. Mais je peux dire qu'il est allé au-delà de nos objectifs. Et donc, on aura, j'espère, dans pas très longtemps, quelques très bonnes nouvelles au niveau de la plateforme. D'accord. Peut-être des nouveaux actifs sur lesquels ça sûrement, on aura de nouveaux actifs. On va finir par la bourse. L'action est stable depuis l'introduction et c'est plutôt une belle performance quand on sait que le secteur biotech a dû affronter de forts vents contraires. Mais j'ai lu, comme vous, j'imagine, l'analyse du bureau de Degroof Petercam qui a initié le suivi du titre avec un conseil à achat, un objectif de cours à 20 €. Seul peut-être petit handicap, si on peut dire, le titre est peu liquide jusqu'à présent. Est-ce que ça peut être amené à évoluer? Alors, nous, on fera tout pour que ça évolue. Et normalement, quand on se met en tête de faire quelque chose, on y arrive. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs, augmenter la liquidité. Je voudrais quand même rassurer les investisseurs ou les gens qui nous suivent, ou sont intéressés par notre société, que je trouve, vu le contexte, c'est un peu normal. Et ça serait très étonnant d'avoir aujourd'hui un titre Elis
très liquide, tout simplement parce que on s'est introduit quand même dans des conditions pas faciles. Compliquées, on peut le dire. Donc déjà, les faits qu'on tient le cours, comme vous le disiez, je pense que c'est une bonne performance. Et après, on a des investisseurs qui croient beaucoup dans la société, donc ce sont des investisseurs à long terme. Comme on dit. Voilà. Ouais. Et donc, c'est normal que pour ces facteurs, qu'en fait, c'est des facteurs virtueux, on paye un prix. C'est le revers de la médaille. Exactement, mais on va les retourner, cette médaille, et donc on y travaille et on va y arriver. Bon, et ben voilà, merci beaucoup Pier Vincenzo Piazza d'avoir fait le point pour nous sur les perspectives d'Aelis Pharma. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est fini pour ce journal des biotech, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt.